Les pandémies. De la peste noire du XIVe siècle à la grippe espagnole de 1918, en passant par l'épidémie de SRAS du XXIe siècle, des maladies virulentes ont détruit des sociétés entières. De nombreuses civilisations ont presque été éradiquées à cause des maladies venant d'Occident. Aujourd'hui, les responsables de la santé pensent qu'une autre épidémie pourrait bientôt frapper. On ne sait pas quand elle frappera. Ça peut être une pandémie de grippe ou une maladie tout autre. Et certains scientifiques pensent que le responsable de ce virus viendra peut-être de l'espace. Nous sommes certains qu'une comète amènera une épidémie sur Terre à un certain moment dans le futur. Et quand ce moment arrivera, nous n'aurons peut-être aucun moyen d'arrêter cette maladie extraterrestre. C'est le scénario le plus inquiétant auquel on pourrait penser. Les dégâts pourraient être désastreux. Ce serait une tragédie d'une ampleur inégalée. Des germes microscopiques, invisibles à l'œil nu. Au cours de l'histoire, ces envahisseurs mystérieux ont semé le chaos dans l'humanité en entraînant des maladies désastreuses. Les plus grands scientifiques ont fait des recherches sur les origines de ces épidémies. Et un exobiologiste reconnu pense que certaines des pires pandémies nous sont venues de l'espace. Je pense que toutes les épidémies qui ont frappé nous sont venues à l'origine de l'espace. Si cette théorie controversée est correcte, elle résoudra un mystère, celui de l'origine des épidémies les plus meurtrières de l'histoire. Pendant des milliers d'années, on ne comprenait pas ce qui causait les maladies et comment elles se propageaient. Puis, au milieu du XIXe siècle, les scientifiques ont découvert que certaines maladies étaient causées par des microbes appelés bactéries. 50 ans plus tard, ils découvrent de tout petits agents appelés virus qui causent des maladies. Le microscope électronique a été inventé après les années 30. C'est à partir de là que nous avons pu observer ces minuscules virus, et ainsi en savoir plus. Bien que l'origine de certaines maladies soit encore inconnue, la science a découvert comment les germes se transmettaient. Au cours de l'histoire, les maladies se sont souvent déplacées avec les voyageurs. Depuis que les populations voyagent, les germes qu'elles portent en elles se propagent dans le monde. Pendant des milliers d'années, les frontières naturelles telles que les océans, les déserts et les montagnes assuraient une certaine protection. Mais elles sont devenues inefficaces lorsque les innovations technologiques ont permis aux humains de voyager dans le monde entier. En 1492, Christophe Colomb devient l'un des premiers à traverser ces frontières naturelles lorsqu'il navigue de l'Espagne jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui les Bahamas. Lorsque Christophe Colomb revient en Europe, son roi et sa reine célèbrent sa victoire. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'ils ont rapporté de leur voyage un microbe mortel. Cette bactérie, c'est la syphilis, une infection transmissible par contact sexuel qui attaque le système nerveux et détruit le cerveau. Pendant les 500 ans qui ont suivi, la syphilis a ravagé l'Europe. Les germes se révèlent toujours être plus virulents lorsqu'ils sont introduits au sein d'une nouvelle population. Les spécialistes en maladies infectieuses appellent cela le phénomène de la naïveté virale. Si une communauté n'a jamais eu affaire à cette bactérie ou ce virus, elle n'a pas pu créer des anticorps pour se protéger. Donc la maladie sera beaucoup plus dévastatrice, car les personnes n'auront aucune défense immunitaire contre ces germes. La plupart du temps, lorsqu'une personne a eu une maladie et qu'elle y a survécu, elle ne sera plus jamais infectée par cette même maladie. Le système immunitaire humain se rappelle des corps étrangers qui essayent de l'attaquer. Et souvent, il répond de manière très efficace. En 1519, les conquistadors ont introduit au Mexique une maladie appelée la variole. Une maladie contagieuse, c'était au sens premier une maladie qu'on attrapait par le toucher. La variole est une maladie contagieuse, car si on a une plaie ouverte et qu'elle touche quelqu'un, alors cette personne aura de grandes chances de contracter la maladie.
c'est la variole, plus que les épées espagnoles, qui est responsable de l'extinction des populations indigènes. 200 ans plus tard, le capitaine James Cook traversera le sud du Pacifique. Son passage aura des conséquences dramatiques. Ces peuples vivaient sur des îles. Ils étaient totalement coupés du monde extérieur. Bon nombre de ces civilisations ont presque été éradiquées à cause des maladies venant d'Occident. Au XIXe siècle, les Américains qui vivaient près des ports craignaient la venue d'immigrants qui pourraient menacer leur population. Souvent, des bateaux arrivaient de l'Europe de l'Est et de nombreux passagers étaient déjà morts. Les immigrants italiens, chinois, des Balkans, les juifs européens et bien d'autres étaient appelés immigrants indésirables. En 1892, le président Benjamin Harrison ferme les frontières aux immigrants lorsque des épidémies de choléra puis de typhus provoquent la panique. La fièvre du typhus est une maladie liée à la saleté. On peut l'attraper lorsque les conditions d'hygiène sont très mauvaises. La bactérie provient des poux, et lorsqu'il mord un humain, celui-ci attrape la maladie. Alors la personne est en proie à de terribles fièvres, des démangeaisons sur tout le corps, et elle fait des crises. Près de 30% des personnes atteintes du typhus en mouraient. En 1918, le monde était au milieu d'une guerre désastreuse, ce qui a aidé à la propagation d'un virus mortel. Il est impossible de séparer la Première Guerre mondiale de la pandémie de 1918, car tous deux sont liés. Cette épidémie a été l'une des plus meurtrières de toute l'histoire de l'humanité. On a appelé la grippe de 1918 la grippe espagnole, car on pensait qu'elle était apparue en Espagne. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait d'où cette grippe est venue. Les voyages en avion n'existaient pas encore, et pourtant cette grippe s'est répandue dans le monde entier. Nous savons aujourd'hui que cette pandémie aurait tué jusqu'à 100 millions de personnes. Des témoins ont rapporté que le déroulement de la maladie était choquant. Les poumons de la victime se remplissaient vite de sang. En quelques heures seulement, le malade mourrait. Les autorités ont été forcées de mettre les malades en quarantaine. Plusieurs événements sportifs ont été annulés, mais aussi les sorties de films, de pièces de théâtre. On sait que la grippe se transmet par la sueur, par les postillons, par exemple quand on tousse ou qu'on éternue. Donc l'idée de séparer les malades des autres, c'est une bonne solution. Il y eut tellement de morts en Amérique que les corps étaient entassés les uns sur les autres dans les rues comme des piles de bois. Dans certaines villes, on enterrait les corps dans des fosses communes. Mais personne ne savait ce qui avait causé cette grippe. Aujourd'hui, de nombreux experts craignent une nouvelle pandémie à échelle mondiale. Certains pensent même que le prochain fléau viendra de l'espace. La science a fait d'énormes progrès sur la question de la transmission des germes. Pourtant, les plus grands scientifiques ne parviennent pas à répondre à la question « D'où viennent les maladies ?» Chandra Wickramasinghe, le directeur du centre d'exobiologie de Cardiff, a avancé une nouvelle théorie. Il pense que certaines des pandémies les plus meurtrières sont originaires non pas de la Terre, mais de l'espace. Chandra a commencé ses recherches il y a environ 30 ans avec l'astronome Sir Fred Hoyle. Les deux scientifiques ont étudié la possibilité qu'il existe de la vie autre part que sur notre planète. La vie est un phénomène cosmique. La vie ne vient pas de la Terre. Nous, les humains, faisons partie d'une chaîne d'êtres vivants qui sont présents un peu partout dans l'univers, même dans les endroits les plus reculés. La théorie qui dit que la vie sur Terre est apparue autre part que sur Terre est appelée panspermia. Il y a un très grand nombre de types de micro-organismes différents autour du cosmos. Et nous, les humains,
avons évolué à partir de ces micro-organismes. Nous pouvons en conclure que nos ancêtres génétiques se cachent toujours dans les étoiles. Chandra pense que les graines de la vie ont été transportées sur la Terre par une comète il y a 4 milliards d'années. Nous savons qu'à cette époque, beaucoup de comètes se sont écrasées sur Terre et sur la Lune. Je ne pense pas que ce soit une coïncidence si la plus vieille preuve de vie sur la Terre vient de la même époque que ces bombardements de comètes à répétition. Cela indique que ce sont les comètes qui ont amené la vie sur la Terre. Les comètes sont composées de poussière qui provient des gros nuages qui se trouvent dans le vide interstellaire. Il existe environ 100 milliards de comètes entourant tout le système solaire. Chacune mesure environ 10 000 mètres de diamètre et toutes ces comètes se trouvent à une distance d'1 tiers d'année-lumière. En 2006, la sonde Stardust de la NASA réussit à recueillir de la poussière de comètes, ce qui permet aux exobiologistes de mieux comprendre la composition de ces objets. La poussière de comète contient du carbone, de l'hydrogène et du nitrogène, soit les éléments nécessaires à la vie. Peu de scientifiques s'attendaient à voir de la matière organique dans une comète. Cette idée préconçue avait influencé les expériences menées lors de la mission Stardust. Lorsque la mission Stardust a été organisée, le but n'était pas de chercher des formes de vie microscopiques dans la poussière de comète. Donc la mission n'a pas été orientée de façon à protéger d'éventuelles particules vivantes, ce qui veut dire que celles-ci n'ont pas survécu. En 2001, en collaboration avec l'Organisation indienne pour la recherche spatiale, Chandra a envoyé un ballon dans la stratosphère supérieure à 45 km au-dessus de la Terre pour recueillir des échantillons de poussière de comète. Nous avons trouvé de petits morceaux de cellules d'une bactérie. C'est donc la preuve que les particules de comète dans la stratosphère supérieure contiennent des signes de vie. Pour Chandra, cette découverte confirme la théorie de panspermia et permet d'obtenir un début d'explication à l'origine de certaines maladies. Il est fort possible que la vie n'ait pas commencé sur la Terre, mais sur des comètes. Cela nous amène à penser que les maladies et les épidémies pourraient elles aussi être causées par des micro-organismes provenant des comètes. Chandra pense que certains virus pourraient survivre à des conditions extrêmement difficiles dans l'espace. L'idée qu'il pourrait être la cause de maladies expliquerait certaines épidémies un peu étranges, comme la grippe de 1918. Elle est très différente des autres grippes sur de nombreux points. Cette maladie est un vrai mystère. Elle est arrivée de nulle part. On n'avait jamais rien vu de tel. Le premier aspect étrange de l'épidémie de 1918 est qu'elle a frappé dans plusieurs continents différents au même moment. Cette pandémie a commencé à Boston et à Bombay le même jour. Et c'était bien avant l'époque des voyages en avion. Cette propagation à grande vitesse écarte la possibilité d'une transmission de personne à personne. Même si d'ordinaire les maladies infectieuses comme la grippe se propagent rapidement, dans ce cas précis, c'était beaucoup trop rapide. Le second mystère était qu'une grande partie des personnes les plus touchées appartenaient à la même tranche d'âge. Pourquoi cette maladie a été fatale pour de jeunes adultes en bonne santé alors qu'ils avaient très peu de chances d'en mourir? Les épidémiologistes expliquent cela par la guerre. En effet, à cette période, beaucoup de jeunes hommes se battaient ensemble dans les tranchées ou étaient retenus dans des bases militaires. Ces casernes militaires étaient remplies de jeunes hommes, ce qui en faisait l'endroit parfait pour que le virus prolifère.
Mais Chandra pense que les jeunes de 20 ou 30 ans étaient vulnérables pour une toute autre raison. Étant donné que les personnes de ce groupe d'âge étaient plus actives et qu'elles sortaient plus, elles avaient des chances d'être exposées au virus atmosphérique. Nous devons comprendre comment le virus a pu se propager aussi rapidement en 1918. Pour moi, la raison en est qu'il est tombé du ciel. Les faibles densités de population n'ont pas empêché le virus de proliférer dans les grandes étendues de l'Alaska. En 1918, moins de 50 000 personnes vivaient en Alaska, un État qui fait presque la taille de l'Europe de l'Est. La grippe a commencé en Alaska et s'est propagée instantanément à travers tout l'État. Dans certains villages d'Esquimaux, jusqu'à 90% de la population est décédée de la maladie. Les spécialistes de maladies infectieuses parlent dans ce cas de naïveté virale. De nombreuses populations ont été détruites car elles n'avaient aucune protection immunitaire contre ce virus. Mais cela n'explique pas comment l'épidémie a sauté d'un village isolé à un autre. C'était très laborieux pour ces populations de se rendre d'un côté de l'Alaska à un autre. Donc la transmission par contact humain était impossible. Le virus a disparu à l'automne 1919 et est resté un mystère. Pour le résoudre, les scientifiques ont décidé de chercher d'éventuels indices préservés dans la glace. Aujourd'hui, les experts craignent une pandémie similaire et sont pressés par le temps. S'ils arrivent à trouver le code génétique du virus, ils pourraient sauver des millions de vies. L'épidémie de grippe de 1918 aurait-elle pu provenir de l'espace? La grippe de 1918 ne ressemble à aucune autre maladie qu'on ait connue. Elle a ravagé le monde tel un fléau biblique. Aux États-Unis, la grippe est apparue en septembre. En moins de 3 mois, 500 000 Américains étaient morts. Les médecins cherchaient désespérément à savoir d'où était venu le virus et comment il se transmettait. Mais plus important encore, pourrait-il à nouveau frapper? Plusieurs dizaines d'années plus tard, les scientifiques n'avaient toujours pas de réponse à leurs questions. Puis, en 1951, un pathologiste appelé Johan Hultin pense à un moyen de résoudre le mystère. Sachant que la chaleur est l'ennemi du virus, Johan Hultin en déduit que si le virus devait être préservé quelque part, ce serait dans la glace du Grand Nord. Son idée consiste à prélever du tissu pulmonaire sur des victimes de cette grippe qui sont enterrées depuis de longues années dans le pergélisol. On sait que les virus peuvent être préservés par le froid pendant très longtemps. On en a fait l'expérience avec les congélateurs. Donc le scientifique Hultin à l'époque s'est dit que si les personnes étaient mortes avec le virus en elles, alors ils pourraient être gelés et préservés comme ils le seraient dans un congélateur. Hultin apprend que parmi les 80 habitants du village de Breivik, 72 sont morts de la grippe en novembre 1918. Il y avait certains villages en Alaska où le taux de décès était très élevé. Et on n'en connaît pas la raison. Il a exhumé plusieurs corps qu'il a trouvés dans une fosse commune enfouie dans la toundra gelée. Hultin a essayé de mettre en culture le virus, mais il n'a jamais réussi. La science à cette époque était trop limitée. 44 ans plus tard, en 1995, un expert en pathologie moléculaire appelé le docteur Jeffrey Taubenberger décide de retenter l'expérience. S'il arrive à séquencer le virus, il parviendra peut-être à trouver un vaccin. Taubenberger a à sa disposition une nouvelle technique révolutionnaire appelée ACP, soit amplification en chaîne par polymérase ou PCR en anglais. L'amplification en chaîne par polymérase désigne une technique qui permet de dupliquer une faible quantité d'acide nucléique impossible à détecter. On peut la dupliquer 100 fois, 1000 fois ou même 1 million de fois. Lorsque l'acide nucléique est dupliqué, il devient détectable. Une fois qu'il l'est, on peut alors déterminer sa séquence. En utilisant l'ACP, Taubenberger a analysé du tissu pulmonaire qui avait été fixé dans du formol et conservé dans un récipient à l'Institut de pathologie des forces armées. Les gènes éparpillés du virus étaient si fragiles qu'il a fallu 10 ans pour séquencer son RNA.
Dobenberger a pu en conclure que le virus de 1918 nous avait été transmis par des oiseaux. Ce n'est pas étonnant car toutes les grippes précédentes ont été transmises par des oiseaux. Mais il restait des aspects à éclaircir. C'était la première fois qu'on avait affaire à ce genre de grippe. La grippe de 1918 aurait provoqué ce que les docteurs appellent une tempête immunitaire. On pense savoir ce qui a causé la mort de tous ces jeunes hommes et jeunes femmes. Leur système immunitaire fonctionnait en sur-régime, à tel point qu'il a inondé leurs poumons de produits chimiques, tels que des chimiotoxines, des macrophages et d'autres composants du système immunitaire. Tout ça était beaucoup trop à la fois, et ça leur a été certainement plus néfaste que le virus en lui-même. De plus, à chaque fois que le virus se propageait chez une nouvelle espèce, il mutait, ce qui lui permettait de se transmettre plus facilement d'un être vivant à un autre. Et c'est cette caractéristique qui terrifie le plus les épidémiologistes. C'est le scénario le plus inquiétant auquel on pourrait penser. Ce serait une tragédie. Il est impossible de prévoir l'ampleur des dégâts que provoquerait une future épidémie. Mais un scientifique pense que la prochaine pandémie est déjà tapie dans un objet gelé quelque part dans l'espace. La grippe de 1918 a été préservée dans la glace en Alaska. Un virus extraterrestre pourrait bien lui aussi être préservé dans un objet gelé comme une comète. Si le virus est bien gelé dans une petite particule de glace, alors il pourrait effectivement rester efficace durant une éternité. Chandra pense que les comètes délivrent toujours des germes sur la Terre de la même façon. Pour moi, le scénario le plus plausible, c'est que la comète dépose dans la stratosphère un micro-organisme pathogène et qu'ensuite, ce virus entraîne une nouvelle pandémie. Chandra pense que c'est ainsi que le virus du SRAS est apparu en 2003. Les experts savent aujourd'hui que le SRAS a été causé par un virus qui a infecté les voies respiratoires et gastro-intestinales des mammifères et des oiseaux. Il a été identifié pour la première fois en Chine. Nous pensons que les Chinois ont attrapé cette bactérie en mangeant des civettes. Dans la culture chinoise, c'est un mets très raffiné. Lorsque ces gens ont voyagé dans d'autres parties de la Chine, ils ont dû transmettre la maladie à d'autres personnes. Cela n'a pas étonné les épidémiologistes, car l'Asie est l'épicentre d'un grand nombre de virus. La raison qui a été avancée est qu'en Asie, les personnes vivent à proximité de la volaille et des oiseaux aquatiques. Mais Chandra a une autre théorie. Lorsqu'un virus est injecté dans la stratosphère supérieure et tombe sur la Terre, la première chose qu'il touche, c'est l'Himalaya, car c'est la plus grande chaîne de montagnes de la planète. Elle fait presque un trou dans la stratosphère. Donc les premières personnes touchées sont les personnes qui se trouvent un peu à l'est de l'Himalaya, car c'est de là que tombent les particules. Si les germes tombent de l'espace, alors il est normal que les oiseaux soient les premiers touchés par le virus. Ils sondent l'atmosphère beaucoup plus profondément que n'importe quelle autre créature de notre planète. Ils planent sur des dizaines de milliers de kilomètres et inspirent et expirent le virus. Mais de nombreux exobiologistes insistent pour dire que c'est une théorie qui reste infondée. Il n'y a rien qui prouve que la poussière de comète soit responsable des épidémies qui frappent notre planète. Toutefois, la révolution génomique divise les avis. Certains approuvent la théorie de la comète pleine de pathogènes, d'autres pas du tout. La mission Stardust nous a permis de recueillir de la poussière d'une comète. Donc on peut tester cette théorie et on verra s'il y a des organismes dans cette comète. Afin de détecter les microbes présents dans la poussière de comète, on peut se servir de la même technique que celle utilisée pour séquencer la grippe de 1918, c'est-à-dire l'ACP, l'amplification en chaîne par polymérase. Quand un échantillon chauffe puis refroidit, la quantité d'ADN à l'intérieur double. C'est la méthode la plus efficace pour trouver des microbes sur Terre. L'ACP est tellement efficace pour détecter des cellules que c'est grâce à cette méthode que les scientifiques ont découvert des micro-organismes vivant dans des endroits insoupçonnables.
Dans des endroits comme des sources d'eau bouillante, des terrains vagues glacés en Antarctique, des endroits où de l'acide a été versé avec des pH de 1, on a même trouvé des bactéries qui peuvent vivre sous haute radiation ou bien sur des barres de combustible nucléaire dans des bassins de refroidissement. Les exobiologistes veulent aller à la chasse aux microbes dans l'espace, où les conditions sont encore plus extrêmes. Il serait très difficile de survivre dans l'espace. Il n'y a pas d'eau à l'état liquide, c'est un vide. Et il y a très peu, voire aucun nutriment. Afin de trouver de la vie extraterrestre, une mission se prépare. Le but est de construire un test ACP que l'on utiliserait à la surface de la planète Mars. Nous essayons de fabriquer un détecteur d'ADN que l'on enverrait sur Mars. Il serait basé sur ce que nous savons de la vie sur Terre. Si la mission réussit, le vaisseau et les échantillons resteront sur Mars. En utilisant des analyses ACP, les généticiens essaieront de trouver des microbes en se servant des gènes universels qui définissent la vie sur Terre. À ce jour, 500 gènes dominants ont été identifiés. Parmi ces 500 gènes, on va chercher à savoir lesquels ont le moins changé. Ce sont ceux-là que l'on utilisera pour trouver d'autres organismes. Il est possible que certains des micro-organismes extraterrestres que l'on trouvera soient pathogènes. Mais si on ne les teste pas, on ne le saura jamais. Certains experts pensent qu'il serait plus judicieux de ramener les échantillons dans des laboratoires sur Terre si l'on veut avoir une chance de trouver de la vie sur Mars. Nous rechercherons des indications de vie active, mais aussi des fossiles. Nous essaierons de trouver des spores, des éléments anti-essence, des biomatériaux ou des restes de parois cellulaires. Bref, nous recueillerons tout ce qui pourrait être associé à la vie. Cependant, cette mission n'est pas sans risque. Ce qui nous inquiète le plus, ce serait de retrouver un organisme qui représente un grand danger pour le monde. Les experts s'accordent pour dire qu'il y a des chances, même minces, qu'un germe martien s'échappe et vienne dévaster la Terre. La NASA mettrait en quarantaine le microbe, comme dans le roman La variété d'Andromède. Mais cela serait-il suffisant ? Si un virus venu de l'espace frappait la Terre, les scientifiques réagiraient en se servant de leçons apprises dans le passé. L'histoire nous a montré que les épidémies avaient une vie propre à elles. Aujourd'hui, les scientifiques ont la lourde tâche de découvrir comment détecter et isoler un agent infectieux avant qu'il ne se propage. Chaque maladie a son propre emploi du temps, son propre tempo, sa propre manière de transmission et son propre intervalle sériel. C'est tout cela qui est pris en considération par les experts de santé. Lorsqu'il a affaire à une nouvelle maladie, un scientifique cherche d'abord à savoir comment le virus se transmet. Est-ce qu'il se transmet par la nourriture ou par l'eau? Est-ce qu'il se transmet lorsque l'on tousse? Est-ce qu'il se transmet par l'activité sexuelle? Dès qu'on a la réponse, on peut tenter d'arrêter la prolifération du virus. Les experts de la santé savent que lorsqu'une maladie se propage librement, la panique s'installe et certains peuvent se retourner contre leurs amis ou fuir des membres de leur famille. Comme dans les années 1930 et 40, lorsqu'une épidémie de polio a fait rage. Les petites villes se fermaient au monde extérieur. Les lieux de rassemblement comme les écoles, piscines et parcs de jeux ont été fermés. Et il est possible que nous devions affronter une nouvelle pandémie dans quelques dizaines d'années. Nous devons nous préparer à la prochaine menace. Ce sera peut-être une pandémie de grippe ou bien une maladie tout autre. Les docteurs espèrent que les hôpitaux pourront augmenter leur personnel en temps de crise, car les docteurs et les infirmières tomberont malades eux aussi. Les hôpitaux pourraient facilement perdre 30% de leur équipe médicale. Donc il n'y aura pas assez de médecins pour beaucoup trop de patients. Le matériel de secours sera vite épuisé. Il nous faudrait puiser dans la réserve nationale d'agents antiviraux ou de respirateurs artificiels pour aider les victimes. Comme on l'a vu avec l'ouragan Katrina, des centres de soins alternatifs peuvent ouvrir. Dans le cas de la pandémie que l'on envisage, le mieux serait de dissuader les victimes d'aller à l'hôpital, car là-bas la maladie se diffuserait très rapidement.
Les experts affirment qu'il faut se préparer à l'avance. Au milieu d'une telle crise, il serait difficile de réfléchir. On verrait des proches malades. Et ça troublerait nos pensées et notre prise de décision, car on serait trop impliqué au niveau émotionnel. Afin d'arrêter la propagation d'une épidémie éventuelle, certaines règles ont déjà été établies. Les docteurs doivent reporter aux autorités sanitaires tout changement notable dans la progression de maladies infectieuses. Si les autorités sanitaires sont alarmées, elles imposeront une mise en quarantaine partielle. Certains rassemblements publics ne pourraient pas avoir lieu. Des concerts seraient annulés, par exemple, et des écoles seraient fermées. Ces dernières années, des cas d'une grippe aviaire appelée H5N1 ont alarmé les épidémiologistes. Le taux de mortalité chez les personnes infectées par ce virus était incroyablement élevé. Le virus H5N1 en Asie et à d'autres endroits a tué 50% des personnes infectées. On sait que le virus a été transmis aux humains par les oiseaux. Dans certains cas isolés, il a peut-être été transmis aussi d'une personne à une autre. Si cette possibilité nous angoisse, qu'en est-il d'une infection extraterrestre ramenée sur Terre par un de nos propres vaisseaux? Ça ressemble à de la science-fiction, et pourtant, les experts traitent cette éventualité avec sérieux. Plusieurs scientifiques impliqués dans l'exploration spatiale affirment qu'il est dangereux de déplacer du matériel d'une planète à une autre. L'article 9 du traité de l'espace de 1967, signé par plus de 90 nations, stipule que tous les pays doivent éviter une quelconque contamination nocive avec la Terre. Lorsqu'on a envoyé des astronautes sur la Lune au cours du programme Apollo, c'était la première fois que les clauses du traité de l'espace allaient être testées. À l'époque, lorsque les astronautes sont revenus, ils ont été mis en quarantaine ainsi que les roches et échantillons qu'ils ont ramenés. La NASA continue de s'inquiéter qu'une sonde spatiale puisse ramener un organisme extraterrestre qui infecterait notre biosphère. La probabilité qu'un échantillon contienne un organisme infectieux ou dangereux pour l'humain est faible, certes, mais elle n'est pas de zéro. Dans sa recherche d'une vie extraterrestre, la NASA a longtemps considéré la planète Mars comme la meilleure éventualité à proximité. Après que la sonde Viking a reporté en 1970 qu'il n'y avait pas de vie sur Mars, les scientifiques ont arrêté de s'inquiéter pour les organismes dangereux. Cependant, de nouvelles découvertes surprenantes pourraient bien tout remettre en cause. En 2006, le Mars Global Surveyor prend des photos de la surface de la planète qui montrent de tout nouveaux ravins qui n'apparaissaient pas il y a 6 ans. Cela indique que de l'eau à l'état liquide a peut-être coulé sur Mars dans cette dernière décennie. Cette découverte nous a montré qu'il y avait peut-être vraiment de la vie sur Mars. Sur la Terre, partout où il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc le meilleur moyen de trouver de la vie, telle qu'on la connaît, est de chercher de l'eau. Aujourd'hui, après plus de 30 ans, la NASA va peut-être se préparer à lancer un nouveau vaisseau pour chercher de la vie sur Mars. Le mieux serait de rapporter des échantillons ici, sur Terre, pour qu'on puisse effectuer une batterie de tests avec notre expertise scientifique. Dans ce but, un vaisseau sera envoyé vers Mars pour recueillir des échantillons du sol. Maintenant, il nous faut travailler sur le projet pour déterminer comment le vaisseau récupérera les échantillons, comment il les enfermera, les scellera et les rapportera sur Terre en ne laissant rien échapper en chemin. L'échantillon contiendrait un peu de l'élément qui recouvre la surface de Mars. L'échantillon aurait la contenance d'une tasse à café et contiendrait des gaz, de la poussière, de la terre et des petits cailloux, soit des roches qui se sont fissurées. Ce récipient contiendra peut-être la première preuve d'une vie extraterrestre, une éventualité qui peut effrayer. Certains pensent que l'échantillon pourrait contenir un microbe aussi dangereux que celui qui a causé la grippe de 1918. Quand on déplace un microbe vers un endroit où il ne serait pas allé normalement, on peut avoir des résultats surprenants lorsque ce microbe entre en contact avec de nouvelles populations. La NASA traite tous les échantillons comme des dangers.
jusqu'à ce qu'on ait la preuve qu'ils ne sont pas dangereux. La NASA a dans l'idée de faire revenir sur Terre un échantillon de Mars, et pour cela, elle a déjà tout prévu. Voyager dans l'espace est très risqué. Le plus grand danger serait que le récipient se casse et que les éléments soient exposés à un autre environnement. Une capsule est en train de tomber. Elle est à une distance de la Terre d'environ 2.0.0. Un accident pourrait arriver. Comme en 2004, lorsque la capsule Genesis s'était écrasée. Des ingénieurs de la NASA veulent donc désormais inventer un vaisseau qui pourra gérer un atterrissage compliqué. Même si la capsule s'écrase, le récipient qui contiendra l'échantillon de Mars restera intact. La capsule sera récupérée et transportée dans un boîtier confiné jusqu'à un laboratoire. Ce boîtier serait au niveau 4 de biosécurité sur les normes de confinement. Le niveau 4 de biosécurité est le plus haut en termes de confinement quand il est question d'organismes virulents, que ce soit dans le centre de contrôle des maladies ou dans d'autres institutions. Nous ne sommes pas certains que l'organisme soit virulent, bien sûr, mais nous prenons toutes les précautions qu'il faut dans le cas où il le serait. Nous sommes arrivés au même point dans l'histoire que Christophe Colomb. Nous avons la technologie, nous recherchons un nouveau monde et nous avons beaucoup d'idées, mais elles doivent être appuyées par la science. Cela ouvre une toute nouvelle perspective à l'idée de la vie dans l'univers. La NASA a pris des précautions pour empêcher un organisme extraterrestre d'atteindre la Terre par une sonde spatiale. Mais si un virus extraterrestre atteignait la Terre par un autre moyen? Certains spécialistes en maladies infectieuses adhèrent à l'idée que la grippe de 1918 est venue de l'espace. Si elle est vraie, ce scénario pourrait tout à fait se reproduire. La fiction de la variété d'Andromède pourrait se transformer en réalité. Une comète pourrait provoquer une pandémie à échelle mondiale. Pour moi, c'est inévitable. Il est certain qu'une pandémie future sera causée par une comète. La comète passe à 15 millions de kilomètres de la Terre, laisse une traînée dans l'espace et dépose de la poussière dans notre atmosphère supérieure. Les comètes ont une tête faite d'étoiles et de longues queues qui suivent. Ces longues queues sont en fait les matériaux qui se sont évaporés de la surface de la comète. La gravité attire ces particules vers la surface de la Terre. La poussière tombe sur la surface de la Terre. En temps normal, la gravité attire la poussière lentement. Il peut se passer plusieurs dizaines d'années avant que les particules n'atteignent la surface. Mais tous les 11 ans, le Soleil entre dans ce qu'on appelle un cycle solaire. Le Soleil est une étoile très active. Il éjecte des particules et des électrons à sa surface et on a des champs magnétiques en grande quantité. Lors des pics dans le cycle solaire, de grandes quantités de particules d'énergie sont éjectées de la surface du Soleil. Ces particules chargées entraînent des champs électriques très forts. L'effet des champs électriques attire les particules vers la surface très rapidement. C'est le dernier ingrédient qu'il faut pour créer une pandémie. Pour déclencher une pandémie de grippe, il faudrait avoir le virus et en plus être dans une période de pic dans le cycle solaire. Les oiseaux migrateurs inspirent la poussière et ingèrent le virus contenu dans la poussière. Un virus pandémique s'établit très facilement chez une nouvelle espèce. Les oiseaux portent désormais un virus mortel dans leur système digestif. Quelques mutations et le virus peut sauter vers une nouvelle espèce. Le virus se répand rapidement dans le monde et dans la ville de Washington. Plusieurs patients infectés arrivent aux urgences d'un hôpital local. Il y a du monde dans la salle d'attente. Ils doivent s'asseoir tout près des autres patients. Quelqu'un éternue. 85 millions de bactéries et 4600 particules virales invisibles explosent dans l'air.
Elles sont lancées à la vitesse initiale de 45 mètres par seconde et peuvent aller à une distance de 3,50 mètres. Elles restent dans l'air pendant plus d'une demi-heure. Pendant ce laps de temps, chaque gouttelette engendre 19 000 colonies de bactéries. Une catastrophe biologique se prépare. Plusieurs patients se plaignent d'extrême fatigue et de douleurs dans la poitrine. Les docteurs effectuent une batterie de tests. Ça ressemble à une grippe ordinaire. Quand soudain, un jeune homme tousse et rejette du sang. Une infirmière remarque que les pieds du jeune homme deviennent bleus car il manque d'oxygène. Au bout d'un moment, on observerait un changement dans la maladie. Mais au moment où on le remarquerait, d'autres personnes seraient sûrement déjà infectées. L'hôpital informe les responsables de la santé publique. Les docteurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un diagnostic. Beaucoup de ces nouvelles infections arrivent à se faufiler, d'abord parce qu'on ne les anticipe pas, et ensuite parce qu'elles sont capables de se camoufler. À présent, plus de 100 personnes ont été contaminées. Ces personnes en contaminent d'autres. Dans un immeuble non loin de là, un agent de la santé publique surveille l'évolution de la maladie. Un service d'urgence commencerait à remarquer un pic dans le nombre de personnes qui présentent des maladies respiratoires. L'hôpital a eu vent de plusieurs nouvelles alarmantes encore. À l'aéroport de Washington Dulles, on a sorti de l'avion un passager qui venait de Hong Kong. Il était mort. Ses vêtements sont tachés de sang. On attend encore les résultats de l'autopsie, mais on suspecte que ce soit une variation du virus H5N1 qui l'ait tué. Le virus H5N1, ou grippe aviaire, a tué environ 50% des personnes infectées en Asie. Donc si ce virus devenait pandémique, ce serait une tragédie et les conséquences seraient dramatiques. Dans d'autres villes du monde, le même scénario est en train de se dérouler. Les responsables de la santé publique suivent les instructions établies pour une pandémie de catégorie 5. Certains malades sont mis en quarantaine dans des foyers. Plusieurs vols commerciaux sont annulés. Les heures de travail sont étalées pour réduire le flux de personnes dans les transports. Les garderies et écoles sont fermées. Les monuments de Washington sont interdits d'accès. Une pandémie de grippe peut très bien perturber complètement toute une société. Dans les cas les plus graves, on peut observer un taux d'absentéisme de 30 à 40% dans toutes les professions. À ce stade, les patients se ruent vers les hôpitaux les plus proches, qui, très vite, sont débordés. Quand on a un phénomène de cette ampleur, nous, les docteurs et les chefs d'État, nous espérons que les malades restent loin des hôpitaux. Les médecins et les infirmières tombent malades. Les services d'urgence sont dépassés. Dans une telle épidémie, les respirateurs artificiels seraient vite tous utilisés, et pas seulement dans une région, dans tout le pays. Les médecins des urgences font tout leur possible pour évaluer l'état des patients. Quand il est question d'un désastre à grande échelle, on adopte toujours les méthodes qui permettent de sauver le plus de personnes possible. On refuse d'aider les personnes qui ont le moins de chances de s'en sortir. Les docteurs décideraient de qui vivrait et qui mourrait, mais ce serait une décision très difficile. Dans ces cas précis, la mort est inévitable. Malgré les tentatives des médias pour apaiser les esprits, la panique se répand. Les patients qui n'ont pas besoin de respirateurs sont menés vers un complexe sportif à l'air libre. Le MNT Bank Stadium serait un bon endroit où amener les malades. Il est très grand, à l'air libre, bien entretenu, et il y a tout ce qu'il faut. Plusieurs toilettes, des robinets d'eau, etc. Le plus grand problème, ce serait de transférer tous les corps et les restes des corps vers les morgues municipales ou régionales. Les corps s'accumulent tellement vite que les morgues ne peuvent plus en accueillir. Dans les cimetières locaux, on creuse des tombes à la suite, mais pas assez vite pour le nombre grandissant de cadavres. L'épidémie a commencé depuis 3 semaines à Washington, et c'est devenu une ville fantôme. Mais elle n'est pas la seule. Toutes les villes du pays luttent contre cette catastrophe biologique qui a affecté des millions de vies.
Ensuite, la grippe espagnole, car on pensait qu'elle était apparue en Espagne. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait d'où cette grippe est venue. Les voyages en avion n'existaient pas encore, et pourtant cette grippe s'est répandue dans le monde entier. Nous savons aujourd'hui que cette pandémie aurait tué jusqu'à 100 millions de personnes. Des témoins ont rapporté que le déroulement de la maladie était choquant. Les poumons de la victime se remplissaient vite de sang. En quelques heures seulement, le malade mourrait. Les autorités ont été forcées de mettre les malades en quarantaine. Plusieurs événements sportifs ont été annulés, mais aussi les sorties de films, de pièces de théâtre. On sait que la grippe se transmet par la sueur, par les postillons, par exemple quand on tousse ou qu'on éternue. Donc l'idée de séparer les malades des autres, c'est une bonne solution. Il y eut tellement de morts en Amérique que les corps étaient entassés les uns sur les autres dans les rues comme des piles de bois. Dans certaines villes, on enterrait les corps dans des fosses communes. Mais personne ne savait ce qui avait causé cette grippe. Aujourd'hui, de nombreux experts craignent une nouvelle pandémie à échelle mondiale. Certains pensent même que le prochain fléau viendra de l'espace. Ce qu'on appelle aujourd'hui les Bahamas. Lorsque Christophe Colomb revient en Europe, son roi et sa reine célèbrent sa victoire. Mais ce que personne ne sait, c'est qu'ils ont rapporté de leur voyage un microbe mortel. Cette bactérie, c'est la syphilis, une infection transmissible par contact sexuel qui attaque le système nerveux et détruit le cerveau. Pendant les 500 ans qui ont suivi, la syphilis a ravagé l'Europe. Les germes se révèlent toujours être plus virulents lorsqu'ils sont introduits au sein d'une nouvelle population. Les spécialistes en maladies infectieuses appellent cela le phénomène de la naïveté virale. Si une communauté n'a jamais eu affaire à cette bactérie ou ce virus, elle n'a pas pu créer des anticorps pour se protéger. Donc la maladie sera beaucoup plus dévastatrice, car les personnes n'auront aucune défense immunitaire contre ces germes. La plupart du temps, lorsqu'une personne a eu une maladie et qu'elle y a survécu, elle ne sera plus jamais infectée par cette même maladie. Le système immunitaire humain se rappelle des corps étrangers qui essayent de l'attaquer. Et souvent, il répond de manière très efficace. En 1519, les conquistadors ont introduit au Mexique une maladie appelée la variole. Une maladie contagieuse, c'était au sens premier une maladie qu'on attrapait par le toucher. La variole est une maladie contagieuse, car si on a une plaie ouverte et qu'elle touche quelqu'un, alors cette personne aura de grandes chances de contracter la maladie. C'est la variole, plus que les épées espagnoles, qui est responsable de l'extinction des populations indigènes. 200 ans plus tard, le capitaine James Cook traversera le sud du Pacifique. Son passage aura des conséquences dramatiques. Ces peuples vivaient sur des îles. Ils étaient totalement coupés du monde extérieur. Bon nombre de ces civilisations ont presque été éradiquées à cause des maladies venant d'Occident. Au XIXe siècle, les Américains qui vivaient près des ports craignaient la venue d'immigrants qui pourraient menacer leur population. Souvent, des bateaux arrivaient de l'Europe de l'Est et de nombreux passagers étaient déjà morts. Les immigrants italiens, chinois, des Balkans, les juifs européens et bien d'autres étaient appelés immigrants indésirables. En 1892, le président Benjamin Harrison ferme les frontières aux immigrants lorsque des épidémies de choléra puis de typhus provoquent la panique. La fièvre du typhus est une maladie liée à la saleté. On peut l'attraper lorsque les conditions d'hygiène sont très mauvaises. La bactérie provient des poux, et lorsqu'il mord un humain, celui-ci attrape la maladie. Alors la personne est en proie à de terribles fièvres, des démangeaisons sur tout le corps, et elle fait des crises. Près de 30% des personnes atteintes du typhus en mouraient. En 1918, le monde était au milieu d'une guerre désastreuse, ce qui a aidé à la propagation d'un virus mortel. Il est impossible de séparer la Première Guerre mondiale de la pandémie de 1918, car tous deux sont liés.
Cette épidémie a été l'une des plus meurtrières de toute l'histoire de l'humanité. On a appelé la grippe de 1918. Je pense que certaines des pires pandémies nous sont venues de l'espace. Je pense que toutes les épidémies qui ont frappé nous sont venues à l'origine de l'espace. Si cette théorie controversée est correcte, elle résoudra un mystère, celui de l'origine des épidémies les plus meurtrières de l'histoire. Pendant des milliers d'années, on ne comprenait pas ce qui causait les maladies et comment elles se propageaient. Puis, au milieu du 19e siècle, les scientifiques ont découvert que certaines maladies étaient causées par des microbes appelés bactéries. 50 ans plus tard, ils découvrent de tout petits agents appelés virus qui causent des maladies. Le microscope électronique a été inventé après les années 30. C'est à partir de là que nous avons pu observer ces minuscules virus, et ainsi en savoir plus. Bien que l'origine de certaines maladies soit encore inconnue, la science a découvert comment les germes se transmettaient. Au cours de l'histoire, les maladies se sont souvent déplacées avec les voyageurs. Depuis que les populations voyagent, les germes qu'elles portent en elles se propagent dans le monde. Pendant des milliers d'années, les frontières naturelles telles que les océans, les déserts et les montagnes assuraient une certaine protection. Mais elles sont devenues inefficaces lorsque les innovations technologiques ont permis aux humains de voyager dans le monde entier. En 1492, Christophe Colomb devient l'un des premiers à traverser ces frontières naturelles lorsqu'il navigue de l'Espagne jusqu'à les pandémies. De la peste noire du XIVe siècle à la grippe espagnole de 1918, en passant par l'épidémie de SRAS du XXIe siècle, des maladies virulentes ont détruit des sociétés entières. De nombreuses civilisations ont presque été éradiquées à cause des maladies venant d'Occident. Aujourd'hui, les responsables de la santé pensent qu'une autre épidémie pourrait bientôt frapper. On ne sait pas quand elle frappera. Ça peut être une pandémie de grippe ou une maladie tout autre. Et certains scientifiques pensent que le responsable de ce virus viendra peut-être de l'espace. Nous sommes certains qu'une comète amènera une épidémie sur Terre à un certain moment dans le futur. Et quand ce moment arrivera, nous n'aurons peut-être aucun moyen d'arrêter cette maladie extraterrestre. C'est le scénario le plus inquiétant auquel on pourrait penser. Les dégâts pourraient être désastreux. Ce serait une tragédie d'une ampleur inégalée. Des germes microscopiques, invisibles à l'œil nu. Au cours de l'histoire, ces envahisseurs mystérieux ont semé le chaos dans l'humanité en entraînant des maladies désastreuses. Les plus grands scientifiques ont fait des recherches sur les origines de ces épidémies. Et un exobiologiste reconnu